à Bavardage, cette émission où l'animatrice, qui est moi, porte mon nom. Est-ce que c'est l'animatrice qui porte mon nom ou c'est mon nom qui porte l'émission? Même chose. Alors, à cette émission, je reçois des gens que j'aime. Les autres, je veux rien savoir d'eux. Et sachez aussi que je pose des questions qui me tentent. Et si l'invité ne répond pas, c'est son droit. Mais je reposais la question parce que je peux être aussi très insistante. Prenez note aussi que je vapote. Parce que ça aussi, c'est mon droit. Je suis dans un espace privé. J'aime ça vapoter. Si vous m'avez vu à Big Brother, ça ne m'a pas empêché de vapoter, même si je n'avais pas le droit. Je suis comblée. Je suis heureuse. Parce que je reçois quelqu'un que j'aime, pour vrai. Une personne pour laquelle j'éprouve énormément de respect, d'admiration, qui est beau. Il est tellement beau que même mes amis blacks, qui ne trippent pas sur les Caucasiens, ont fait comme « That boy, baby. » I'm like, I know. Un humoriste de grand talent. Un être extraordinaire et fabuleux. Mesdames et messieurs, JT! Jobin. Mais ouais, j'aurais aimé ça que tu finisses par le mâle parmi les mâles caucasiens. Le voici. Ou tu sais, quelque chose qui aurait été un peu synchro avec ton intro. Oui, t'as raison. C'était pas sur tes feuilles? Non, c'était pas sur mes feuilles. Je m'en excuse d'ailleurs. As-tu un André Ducharme, toi, qui te souffre des petites réparties savoureuses de temps en temps? Non, j'ai pas ça. Je me fais confiance. Je suis capable de faire ça comme une grande fille. Mais c'est parce que normalement, je porte des lunettes de ma tante qui sont très laides. Et ces lunettes-là qui sont jet set, que j'aime, qui me donnent un look de fourmi égarée dans une clairière, je les porte avec grand plaisir. Ça me donne un certain style, mais elles n'ont aucune force. Donc, j'ai fait mes questions et je les ai fait imprimer. Oh, très gros. Oui. OK. Ça a l'air crédible. Ça me donne un petit look on s'entend que c'est pas en fait, ce qui arrive, c'est que dans un but d'esthétisme, oui. Tu nuis à l'environnement parce que tu as gaspillé beaucoup de feuilles pour imprimer plus gros par souci d'esthétisme. Je comprends. Donc, c'est de la superficialité qui nuit à l'environnement. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu sais quoi? C'est mon podcast. Oui, je comprends, mais c'est mon environnement. Hey, Jean-Thomas, tu sais comment je suis contente de t'avoir? Ben oui, moi aussi, je suis très excité par le titre, moi, Bavardage. J'avais compris. Oui. La seule affaire, c'est que j'aimerais ça qu'on puisse trouver une façon de dire le verbe bavarder, mais que bavarder, tu sais, on dirait, il faudrait que les syllabes de varda puissent s'intégrer dans un verbe, mais c'est correct, bavardage. Ben écoute, dès que j'ai ton approbation, si tu me dis que toi, tu aimes ça, le reste importe peu. Non, j'aime ça, j'aime le look, j'aime l'environnement, j'aime Fred, qui est en régie. Fred, en régie, j'aimerais ça que tu lui fasses une petite plug parce qu'il est quand même... On serait pas là, n'eût été de ce garçon-là. Effectivement, et tu as quand même aussi... Mais tu as critiqué la tenue de mon Fred, que j'aime beaucoup. Oui, parce qu'il porte pas de ceinture, cet homme-là. Il devrait en porter. Il y a les culottes qui pendouillent. On a toujours envie d'y remonter les culottes. Moi, tantôt, j'étais anxieux parce que je trouvais que ça avait l'air d'être sur le bord de tomber. J'avais le goût de devenir sa ceinture ambulance, c'est-à-dire toujours lui tenir les culottes. Toujours aussi généreux, mon JT. Mais tu sais, c'était constaté, notre Fred national a quand même un popotin apparent, ce qui lui permet de porter le jeans sans ceinture parce que le jeans s'assoit correctement sur son popotin au grand bonheur de ces dames. Bon, mais alors, ça va être possible, par contre, de rajouter au montage... qu'on puisse comprendre mon anxiété de fouillement des culottes. Absolument. OK, on va aller voir. Je pense qu'il va venir peut-être... Non, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Il fait des ajustements, mais en tout cas, à voir peut-être au montage si ça va être intégré, j'apprécierais. C'est une très bonne idée. Je vais m'y complaire. Alors maintenant, on va commencer l'entrevue, Jean-Thomas. D'accord. Et l'entrevue, c'est l'entrevue si je te dis. D'accord. Donc, si je te dis un truc, tu réponds un truc. Je comprends. C'est simple, hein? Ça m'apparaît quelque chose auquel j'ai accès. Avec ma cérébralité, je pense que je devrais être capable de comprendre. Jean-Thomas, on a été coloc à Big Brother. On va pas revenir sur Big Brother parce que tu le sais, les gens nous parlent que de ça. Mm-hmm. Ça a été très bénéfique pour notre carrière respective. Même si on ne faisait pas ça pour ça. Non. Mais... Donc, on a été coloc. Vas-y. On a été coloc. Si je te dis proximité, tu dis? Je dis quelque chose qui, à première vue, pourrait m'angoisser un peu comme tenir les culottes de Fred constamment. Dans le sens que on a été coloc et on a été coloc avec 13 autres personnes au départ. Ça, tout de mon choix, on s'entend? On nommera pas de nom. OK, d'accord. Mais on était 15 au départ. C'est vrai. À la fin, on était moins.
toi, tu n'étais plus là, malheureusement. Moi, je l'étais encore, heureusement. Et tu as gagné. Oui. Détail. Mais la proximité, à première vue, c'est une des choses qui m'angoissait le plus, sachant que j'allais aller là. C'est que je suis quelqu'un qui a quand même besoin de son espace, sa bulle, voilà. un côté vieux garçon qui a besoin d'être dans ses affaires, puis pas nécessairement toujours être dans un besoin de conversation. Même si j'aime les gens, des fois, avoir envie d'avoir son moment d'isolement sans peur que les autres le prennent personnel. Quand tu habites tout seul, c'est assez simple. Mais là, quand tu es dans un contexte de colocation forcée, dans un contexte de jeu sociopolitique et stratégique, toutes les conversations sont importantes, ben là, la proximité avec quelque chose que je me disais, il va falloir que je l'intègre à la nouvelle réalité que je vais vivre. Et ça m'a fait du bien de vivre quelque chose qui me sortait d'une zone de confort d'un point de vue. Mon intimité du quotidien était à 1000 lieues de ce qu'elle est habituellement. Et ça a fait du bien de me rendre compte que j'étais probablement moins solitaire que je pensais. Bien, je suis d'accord parce que, tu sais, quand tu m'as expliqué, j'avais un peu cerné le personnage lorsque je suis entrée à Big Brother, mais jamais j'ai senti, même si c'est une question de stratégie ou pas, qu'on nuisait à ta bulle. Est-ce que tu as senti que on rentrait dans ta bulle? Absolument pas. Dans ton hoodie, c'était pas ma bulle à moi. Non, mais dans le sens que on rentrait mutuellement dans la bulle de tout le monde, sans y rentrer de force parce que c'était le contexte qui faisait en sorte qu'on n'avait pas le choix. Mais non. Puis s'il y a des moments où j'avais besoin de ma petite bulle, ben c'est moi qui m'éloignais puis qui allais dans mon lit ou qui allait dans un endroit où il y avait moins de monde parce que des fois je suis moins à l'aise quand il y a beaucoup de monde puis beaucoup de bruit. Je suis quelqu'un qui a tendance à rester en arrière-plan. Faut que les gens m'intègrent à la conversation si c'est un truc de groupe. Tu sais, quand on faisait des soirées où Maxime Landry jouait de la guitare puis on jouait à des jeux, etc., je n'étais jamais celui qui prenait le plancher, mais de temps en temps, une petite réplique assassine quand je sens qu'il y a un blanc meublé. Mais je ne suis pas quelqu'un qui prend le plancher. Je suis meilleur dans des petites conversations intimes où je suis plus à l'aise. Donc, c'était une proximité qui était artificielle, mais qui est devenue naturelle. Artificielle par le contexte, mais qui est devenue naturelle parce que tu n'as pas le choix par moment d'oublier le jeu puis de dire c'est ma réalité en ce moment, donc j'adopte cette nouvelle proximité-là ou je l'adopte du mieux que je peux. Si je te dis première impression, je vais te donner la mienne lorsque je t'ai vu. Je te connaissais pas avant, j'ai toujours apprécié ton humour, tu m'as toujours beaucoup fait rire, je t'ai vu en show. Tu as dit nice body, Première chose que j'ai dit ce corps de rêve de mal alpha. J'ai fait comme, oh my God, j'ai chaud. Tu sais, j'ai chaud. T'as encore chaud en ce moment, je te sens J'ai encore chaud. Je lubrifie moins. Ça, je dois te lubrifies moins? Oui, je lubrifie moins parce que. En général, avec ton chum, tu lubrifies moins. Non, ça va très bien avec mon chum. Non, c'est parce que je suis ménopausée. Et ça, tout le monde le sait. Je vais en parler sûrement à chacun des épisodes. J'ai besoin de parler de ma ménopause. Ça me fait du bien. Alors, pour ça m'intrigue. Mais... Non, ça t'intrigue pas tant que ça. Mais on va quand même sauter sur un autre sujet, si tu me permets. Alors, première impression, c'est que tu étais un type mystérieux, très sympathique, mais froid. Tu sais, j'ai découvert au fil des moments que nous avons passés ensemble que tu es un mec qui est hyper sensible. Selon toi, c'est quoi la première impression que les gens ont de toi? Je pense que celle que tu as eue est une perception qui peut être récurrente, qui l'est moins qu'avant. Oui. Qu'en début de carrière, où mon personnage s'est un peu atténué, mais je pense que depuis que je fais des entrevues puis des podcasts, les gens ils comprennent un peu plus la bébite, là, que, OK, il y a un personnage un peu stoïque sur scène, un peu sans émotion, mais que dans la vie, il y a autre chose. Mais c'est une perception qui vient aussi en lien avec la timidité que j'ai. Puis ma timidité, je l'ai encore, donc parfois, ce qui peut paraître comme une froideur, c'est plus de la timidité. Dissimulée. Oui, exact. Puis je me rappelle que j'ai fait une joke là-dessus. Dans la première soirée à Big Brother, on
on était les 15, puis chacun notre tour, on disait les motivations, pourquoi on avait décidé de faire Big Brother. Puis je me rappelle que j'ai parlé du fait que, puis c'est quelque chose que j'essaie de travailler dans ma vie, parce qu'à Big Brother, on sait que c'est important de... On analyse le non-verbal des autres, quand est-ce qu'ils nous disent la vérité. Puis moi, à la base, dans la vie, ma timidité fait en sorte que j'ai de la misère à regarder les gens dans les yeux. J'ai pas de misère à les regarder quand eux parlent. Mais quand je parle, là, je fais l'effort parce que je te regarde. C'est ça, c'était ma question. Tu as des beaux traits, puis c'est difficile de fixer ailleurs que tes beaux traits. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si moi, dans la vie, je deviens gêné quand je parle parce que c'est comme si je prenais la parole et je me donnais de l'importance. On gratte, là. On gratte d'un point de vue... parce que tu es quelqu'un de très, très humble à la base, Jean-Thomas. Tu es quelqu'un qui n'aime pas l'attention. Non, j'aime pas l'attention, mais j'aime écouter les autres. Donc, quand les autres parlent, là, je les regarde. Mais quand je parle, mon regard parfois fuit parce que c'est comme si mon sous-texte, c'était « je mérite pas, c'est pas intéressant ». Non, mais attends. Je le mets gros, là. Je pense pas ça de moi, mais vas-y. Mais c'est un peu contradictoire parce que tu exerces un métier qui t'amène à côtoyer des gens. Tu es sur une scène où tu t'adresses parfois à des milliers de gens. Donc, tu converses avec ces gens-là. Complètement paradoxal. Je sais... Tu regardes quoi, tes pieds? Tu regardes ton nombril? Sur scène, en plus, mon metteur en scène, là, il me le fait moins remarquer parce qu'il a fini par abdiquer, mais j'ai les réflexes de regarder mes pieds souvent sur scène, après une blague. Quand les gens rient, c'est comme si... j'ai le goût d'enchaîner. J'aime pas ça quand les gens applaudissent. Après un bon gag, je le coupe parce que je fais comme non, je mérite pas des applaudissements, on enchaîne. OK, mais tu mérites quoi, Jean-Thomas? Non, mais en fait, je travaille là-dessus, mais le fait de le verbaliser, ça m'aide de me rendre compte que maintenant, quand je suis sur scène puis je suis timide, ben c'est moi. Des fois, je devrais regarder plus les gens, les spectateurs, prendre le temps, mais je deviens gêné. Fait que je regarde à terre. Mais j'essaie de m'améliorer. Puis, j'essaie aussi de m'améliorer dans mes discussions un à un, de regarder la personne avec qui je parle pour pas que la personne pense que je suis pas dans le moment. Je suis dans le moment, je suis juste gêné. Mon regard, c'est comme s'il disait toujours « Arrête de me regarder, ça me gêne ». C'est comme si c'était ça le sous-texte. Mon Dieu, c'est tellement le contraire pour moi. Ben, non, mais moi, j'ai un ego démesuré. D'ailleurs, je vais te poser la question. Quelle fut ta première impression quand tu as vu cette grande gazelle haïtienne débarquer, cette minorité visible? Ben, dans le sens que je te connaissais, pas personnellement, mais je savais qui tu étais. Non, mais je sais que tu m'as beaucoup envoyé des messages la nuit tard, là. Puis souvent, je les voyais le lendemain seulement. Puis là, tu n'étais plus dans le même mood. Bon. C'est pas vrai. Avant que les gens posent des questions, c'est pas vrai. J'ai que bien la rumeur que je suis enceinte, me dit que j'ai plus d'utérus. Alors, on n'a pas saisi la vitrine pour la fécondation. Mais non, j'ai toujours eu une prédisposition positive par rapport à toi. Je trouve que j'ai toujours eu un but de pitié? Non, absolument pas. Non, tu voulais me parrainer? Une fille dégourdie, délurée, qui a de la répartie, qui est drôle, qui est sans censure, tu es un peu sans censure quand même, ou tu n'es pas quelqu'un qui fait beaucoup le tri, ce qui est bien. Effectivement. Qui peut être une qualité, ce qui peut être parfois compromettant. Là. J'imagine que tu as dû vécu des situations. Mais de moins en moins, je te dirais. Bon. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, ou peut-être certaines répercussions que j'ai subies parce que j'ai adopté des comportements. Mais tu sais, on n'est pas là pour parler de moi. Hein? Non, mais dans le sens que on n'est pas là pour parler de toi, mais tu peux quand même demander c'était quoi ma perception. Parce que c'est... Ça aussi, c'est paradoxal. Oui, absolument. Mais donc, moi, en fait, quand je suis rentré à Big Brother, vu que c'était un contexte de jeu puis que j'ai jamais oublié ça, je partais avec une page vierge dans ma tête sur tout le monde, en me disant je vais go with the flow avec les mouvances de la maison, le cocktail de personnalité, voir où je peux me placer. Mais aussi dans la vie, j'essaie quand même de faire ça parce que voir quelqu'un à la télé puis le voir en personne, c'est quand même différent. Et vivre avec cette personne-là. Et vivre avec, c'est aussi différent. Donc, j'ai juste apprécié mes moments avec toi. On a eu du plaisir dans la maison. On n'était pas dans la même chambre.
Tu te couchais tôt, mais j'étais probablement le deuxième qui se couchait le plus tôt. Fait qu'on n'a pas tant manqué de temps. Quand tu allais te coucher, je me disais, il faut que j'aille me coucher bientôt parce que les moments, le fun, il n'y en aura plus. Alors, c'est pas vrai. Mais non, c'est ça. On était peut-être dans l'ordre, les deux plus couche-tôt, sauf que toi, tu gagnais par 3 heures. C'est-à-dire que tu te couchais à 7 heures, je me couchais à 10 heures. Jean-Thomas, si je te demande, ça serait quoi le truc que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi? Parce que tu es quand même un gars facile d'approche, oui, mais tu parlais de ta timidité tout à l'heure. Mm-hmm. Tu es quand même quelqu'un non seulement d'introverti par moment, mais très privé. Les gens en savent peu. Tu sais, t'es pas le genre d'artiste qui va aller sur un plateau, inviter un podcast, puis comme tout compter de sa vie privée. T'as un côté très réservé de toi. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Mais j'ai quand même, en podcast, j'en fais beaucoup. Oui. J'ai beaucoup invité, sous-écoute un peu partout. J'ai raconté vedette, on va se le dire. Non, arrête, s'il te plaît. T'es une vedette. Non, mais dans le sens, les podcasts, les gens savent que je suis un peu sans filtre aussi, d'un point de vue, dans le sens que je fais pas grand tri de trucs que je veux pas dire. Il y a des affaires d'un point de vue un peu plus personnel que je dirais pas, mais des trucs qui me font paraître un peu, qui sont un peu embarrassants pour moi. Je suis pas gêné de les raconter. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur moi? Je dirais des gens qui me connaissent un peu de façon semi-détachée, je dirais, dans le sens qui savent un peu je suis qui. Mettons qu'ils n'ont pas écouté Big Brother, ces gens-là ne savent peut-être pas que je suis quelqu'un de sensible, très sensible, parce que je ne parais pas ça à première vue, puis mon humour ne laisse pas nécessairement paraître ça. Puis aussi, mes fans le savent, mais les gens qui me suivent encore une fois de façon semi-détachée ne savent pas que je suis très sportif. Vrai, je fais beaucoup de sport, j'adore ça. J'arrive de jouer au tennis aujourd'hui. Tu es mordu de tennis? Mordu de tennis puis de hockey. Puis je suis quand même habile dans les sports. J'ai pas une shape d'athlète, mais je suis quand même quelqu'un qui est habile dans les sports. Il y a des tu sais, le hockey, tennis, ping-pong, les sports de raquettes, basket, je suis pas pire. Mais alors, si je te dis, ce que les gens, peut-être certains ne savent pas, c'est aussi le fait que tu es un grand fan de certaines téléréalités. Et tu parlais de ton... Ça, les gens le savent pas mal maintenant. Non, mais attends, parce qu'il y a différents types de téléréalités. Tu sais, il y a Big Brother, c'est pas Occupation Double. Non, moi, j'aime les jeux. Alors voilà, t'aimes les jeux. J'aime les jeux de stratégie, sociopolitique, les épreuves, Survivor, je n'ai parlé. Bon, alors, parlons de Survivor. Ouais. Si je te dis tennis ou téléréalité? À regarder ou à faire? Les deux. À regarder, si tu me dis que tu n'en regardes plus jamais aucun des deux, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu gardes entre Survivor puis le tennis. Ça serait tough, mais je garderais Survivor parce que c'est mon plus grand plaisir. Pourquoi tu tripes là-dessus? Écoute, ça me fascine. Qu'est-ce qui te fait triper là-dedans? Tu sais, d'être dans le bois tout nu, je veux dire... Non, ils ne sont pas tout nus. Presque, là. Ils sont en maillot, par moment. Mais dans ton cas, on préférait te voir tout nu, tu le sais. Ben oui, c'est le sûr. Fantasme de la Québécoise moyenne. On va peut-être de se le cacher. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est un peu ce que j'aimais à Big Brother, c'est-à-dire la psychologie des relations humaines au travers d'un jeu sociopolitique où tu as besoin des gens pour avancer dans un jeu, mais en même temps, tu veux les éliminer. Oui, mais c'est très éprouvant physiquement. Faut que tu sois vraiment top shape, là. Oui, non. Parce qu'il y a des gars et des filles qui ont gagné ce jeu-là qui rentraient là complètement out of shape. C'est un jeu... C'est sûr que ça aide de se débrouiller dans les épreuves, mais en même temps, il y en a qui ont gagné ça par leur game social, puis tisser des rapports humains, puis bâtir des relations de confiance. Comme Big Brother. C'est exact. Big Brother, c'est un Survivor maison. Exact. Les règlements ne sont pas tout à fait pareils, mais c'est un peu ça. C'est un Big Brother maison, sauf que le contexte, c'est sur une île. Dans des conditions assez tough. Oui. Je pense que Big Brother est plus difficile d'un point de vue longueur, lassitude et monotonie, parce que c'est 92 jours. Oui. Survivor, c'est 39. Oui. Là, c'est rendu 26 cette année. Ils ont changé ça parce qu'ils essaient des affaires. Mais donc, c'est plus court, mais je pense que c'est plus éprouvant pendant. Puis les conditions sont plus difficiles. S'il pleut, tu as moins de bouffe, etc. Donc, mais ouais, ça me fascine, ces jeux-là. J'aime vraiment ça. Je me sens comme... Mon côté gamin, il trippe.
je suis un gamer, j'aime les jeux, je suis ludique dans la vie. Ça fait en sorte que ça fait partie de ma personnalité. Je tripe sur ça. J'ai toujours trippé sur, quand j'étais jeune, mettons, des concepts de gens qui se font éliminer, puis il en reste un ou une à la fin. Puis là, ce contexte-là, on dirait que ça imbrique plein de trucs que j'aime. Le sport, parce qu'il y a un côté sportif, les relations humaines, la stratégie. Ça me fait vraiment triper. Ça intègre plein d'affaires que j'aime. Puis les gens, souvent, ils ont un préjugé négatif, puis c'est parce qu'ils connaissent pas ça. Ils vont dire, ah, c'est juste des filles en maillot. C'est pas ça, pantoute. Le jeu, c'est... Je suis assez content quand même que Big Brother ait quand même réussi à donner un certain apprivoisement aux gens maintenant sur c'est quoi le jeu. Puis je pense que plus il va y avoir de saisons, plus les gens vont comprendre que c'est un jeu, puis que c'est une game sociale, puis que tout ça, c'est basé sur les rapports humains, puis comment tu gères tes rapports humains au travers d'un jeu, mais qui c'est pas dénué d'intérêt. Pour moi, et là, c'est très personnel, je vais parler au jeu, mais moi, quand je regarde des émissions comme ça, je suis plus sollicité cérébralement que quand je regarde un téléroman. Ben oui, c'est clair. Parce que je me dis, qu'est-ce que je ferais à leur place? Voilà. Il y a beaucoup d'affaires à réfléchir. Donc, j'ai une écoute active et pour moi, c'est pas vide. Je comprends. Une émission qui parle de rapports humains, des difficultés interrelationnelles qu'il peut y avoir au travers d'un jeu, je trouve ça nourrissant. Je trouve que c'est révélateur de l'être humain. Donc, je trouve ça bien intéressant. Donc, moi, c'est pas vrai que je trouve ça vide. Il y a des émissions de télé-réalité que je trouve plus vides, mais ça, je trouve pas ça vide. Il y a un public pour chaque type de télé-réalité. Exact. Puis, tu sais, ça dépend. Quelqu'un... j'ai rien contre les téléromans. J'ai parlé de téléromans. C'est pas comme un ou l'autre. C'est pas ça. C'est juste que moi, personnellement, je suis plus stimulé intellectuellement par une écoute de jeux de télé-réalité qu'un téléroman parce que on dirait que mon cerveau travaille plus. Bon, parlons de cerveau. Tu sais, Jean-Thomas, tu le sais, même si tu es un mec qui aime pas trop se mettre à l'avant, tu es un gars absolument brillant. Tu sais, moi, je me dis, I would pay a lot of money to be in your brain. Parce que c'est fascinant. Then lots of money to get out. And then get out. Bon, alors voilà. Tu as parlé aussi tout à l'heure de ton amour pour les jeux. Il y a un côté de toi, alors ma question, c'est si je te dis grand adolescent qui ne veut pas vieillir, tu dis quoi? Ben, je dis que c'est pas mal on point. Pas mal ça. Mais pourquoi? Tu sais, tu as 46 ans, on peut le dire. Hein, toi, tu n'as pas ce problème. J'aimerais qu'on dise que ça fait pas si longtemps que j'ai eu 46. Parce que j'aime pas ça, 46. C'est vrai que tu avais 45 à Big Brother. Pourquoi tu n'aimes pas 46? Ben, pas que j'aime pas 46, mais j'aime juste pas vieillir en général. Je trouve ça bien difficile. Pourquoi? Parce que j'aime la vie, puis j'aime la vie, puis quand j'avance en âge, puis je trouve que les années passent à toute vitesse, je me rapproche de la mort. Oui, mais ça fait partie de la vie, justement. Je comprends, mais... T'es comme un bon vin, tu vieillis bien. Oui, mais dans les sports, je sens que je ralentis. Ça me fait pas peur, j'ai encore du plaisir, je me trouve encore performant, c'est pas ça, mais... Viagra est ton ami? C'est pas un sport. Ça dépend pour qui. Ben, c'est sûr que toi, tu es très actif, ça bougeotte beaucoup, mais... Je salue mon mari, mais je tiens à te... Non, mais pour certains hommes, mais je veux dire, baiser, c'est un sport. Moi aussi, je salue ton mari en passant, parce que souvent, je sais pas si tu savais qu'il te filmait à ton insu. Bon, OK. Non, mais... en fait, je trouve... T'es contente? Pour moi, j'ai toujours eu un rapport très compliqué avec l'âge parce que j'ai jamais aimé vieillir. Je trouve ça difficile. Depuis toujours? Depuis toujours. On dirait que depuis quand j'ai eu 23, j'ai haï 23 parce que je trouvais que ça commençait à faire un peu adulte. Alors que là... T'es un kid à 23, t'as la couche au cul. Je le sais. Là, j'y pense. Je fais comme à 23. J'étais bien ridicule de me trouver vieux. Ben oui, là, j'ai 2 fois plus. Puis c'est absurde qu'à 23 ans, je me trouvais vieux. Oui, mais 46, c'est pas 80, Jean-Thomas. C'est pas comme si tu es arrivé sur le plateau édenté avec ta couche, là, tu sais. Non,
Par As-tu contre, une couche, Jean-Thomas? J'ai pas de couche, okay, mais si tu pouvais en avoir la prochaine fois que je viens, je pense que ça se peut que je sois dû. Des attentes. mais c'est que, exemple, moi, mettons, j'ai commencé l'école de l'humour en 2000, en 99, pardon. Donc, ça fait 22 ans que je fais de l'humour ou que j'ai commencé, mettons, un virage dans ma vie, disons. Mais pour moi, ce 22 ans-là, je dirais qu'il a passé en 8 ans. Mettons que c'est le tiers du temps. Je trouve tellement que ma perception, c'est qu'on dirait que ça fait juste 8 ans, alors que ça fait 22 ans. Fait que là, je me dis, dans 22 ans, je vais avoir 68 ans, puis ça va passer en 8 ans. Fait que techniquement, dans 8 ans, j'ai 68 ans. Tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? Je comprends très bien, absolument. Mais pour moi, c'est angoissant de penser comme ça. Ben, c'est angoissant. J'aimerais bien ne pas avoir ces réflexes-là, mais... Ça change, ça, si tu vas en thérapie, mon chéri. Ben, j'ai fait une thérapie pendant 2 ans. Bon, si on va en parler. On parlait de ça par moment, mais c'est correct, dans le sens que ce qui m'aide, c'est que je suis quelqu'un de très sarcastique et ironique, et pour moi, la vie est le fun quand on réduit son importance, pas l'importance de la vie, mais notre importance dans la vie, dans le monde. Tu comprends que je me sens pas du tout visé ici? Moi, je pense non, mais je parle. Je respecte. Ça. Non, je veux dire, moi, oui, c'est comme sûr. Ça que on dirait que ça réduit mon vertige. Mm-hmm. C'est le fait que je peux faire des blagues là-dessus, puis ironiser mon importance, ironiser le temps qui passe, ironiser l'absurdité de la vie. Parce que c'est absurde. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Techniquement, on arrive sur la Terre, on vit entre... il y en a qui vivent 2 minutes, il y en a qui vivent 116 ans. Puis pourquoi certains vivent 2 minutes, pourquoi d'autres vivent 116 ans? On ne sait pas. Il y a quelque chose de très aléatoire. Il y a quelque chose de très absurde. La vie, là, tu fais comme... c'est un... Quand tu prends la loupe et tu analyses la vie, c'est absurde. Qu'est-ce qu'on fait là, à se battre, à travailler pour manger, puis subvenir à nos besoins, puis après ça, on tombe malade. Ben non, c'est pas... Voyons. Non, mais c'est absurde, oui, la vie. D'accord, je peux comprendre ta perception de la vie. Alors, parlons de la mort. Mm-hmm. Tu as perdu tes parents, tes 2 parents, dans un espace assez rapproché. Oui, 5 mois. À Big Breton, on en a beaucoup parlé. Tu avais un rapport très... tout à fait normal, d'ailleurs. Très près, tu étais très près de tes 2 parents, Très près, oui, mais pas d'un point de vue... affectif. Non, très affectif, mais pas... Tu sais, il y en a qui disent ma mère, c'est ma meilleure amie, mon père, c'est mon meilleur ami. Moi, ça n'a jamais été de cet ordre-là. Pour moi, c'était mes parents. Fait que j'avais un lien très affectueux, très aimant, mais parent-enfant. Oui. Je n'ai jamais eu un abandon avec mes parents, un abandon amical, et c'était par choix, un peu parce que je pense que c'était un peu inconscient. Ma mère, particulièrement ma mère, était très, très protectrice. Margot. Très protectrice, très prendre les problèmes des autres sur elle. Pas capable d'oublier les problèmes des autres, se les mettre sur ses épaules. C'est pas comme ça un petit peu toi aussi? Je suis un peu comme ça aussi, mais pas ma mère, c'était exponent 10, moins exponent 10. Exposant 10, pardon, exponent. Exposant 10. Donc, ça faisait en sorte que je pense que ma mère et moi, on se protégeait en limitant certaines affaires. Si moi, je filais pas, mettons, peine d'amour, je parlais pas de ça à ma mère parce que je le savais qu'elle ferait de l'insomnie. Oui. Donc, puis à l'inverse, je pense que moi, je m'informais beaucoup d'elle, mais des affaires, des fois, qu'elle me cachait aussi parce qu'elle savait que ça m'affecterait beaucoup. Donc, il y avait un rapport très, très aimant, mais qui n'était jamais pour moi dans tout livrer ce qui va pas chez moi. Et ceci dit, mon père aussi, mon père, il était capable de relativiser un peu plus, puis de rester un petit peu plus
rationnel dans sa façon de m'aider, tout ça. Fait que peut-être que mon père, je m'ouvrais un petit peu plus sur certaines affaires, mais pas parce que mon père était plus aimant, aucunement. Les deux étaient très aimants, mais à leur façon. Mais ma mère, c'était une femme qui s'oublie pour les autres, qui donne sans compter et qui prend les problèmes des autres sur elle, pardon. Donc, ça faisait en sorte que j'avais envie de la protéger aussi. Donc, pour moi, c'était ma maman. Si je te dis bipolarité? Ben oui. Mon papa était bipolaire. Puis mon grand-père aussi. Moi, je pense pas que je le suis. Non, je crois pas non plus. Mais donc, c'est quelque chose qui a été assez majeur dans la vie familiale, dans le sens que mon père était médecin, puis... Ton grand-père aussi? Mon grand-père aussi. Et quand j'étais jeune, ça m'avait pas été expliqué nécessairement... parce que mon père, lui, c'était pas la phase maniaque? C'était pas la phase maniaque. C'était des neutres et des downs. Oui. Donc, alors bipolaire type 1. Ouais. Oui. Mais... je connais un petit peu ça, un petit peu. Une petite affaire, hein? Mais donc, quand ces phases down, il y a un moment où il n'était pas encore traité ou peut-être pas le bon dosage, etc. Je voyais que mon père semblait très déprimé, mais je ne savais pas pourquoi. Ça manifestait comment? C'était vraiment juste très peu parler. Il parlait très peu. Tu voyais qu'il semblait vraiment dans sa tête, puis il avait l'air triste. Mais tu sais, quand tu as 6-7 ans, c'est rare que tu poses la question à ton père « Comment ça va, papa? » C'est pas et pourquoi es-tu déprimé? Oui, ouais, exact. Donc, mais plus tard, ça m'a été expliqué, puis j'ai compris bien des affaires. Puis après ça, le dosage de la médication de mon père s'est ajusté, puis il allait mieux, puis tout ça. Par contre, sûrement ça aussi, c'est quelque chose, mais le stress, les facteurs stress qui sont reliés au travail ou à autre chose peuvent être des déclencheurs. Là. Ça prend toujours un élément déclencheur pour provoquer une crise, qu'elle soit une crise maniaque ou une crise dépressive. Mais je suis curieuse à savoir, lorsqu'on est enfant, et là on parle, tu as 46 ans, donc on parle il y a 40 ans, comment c'était perçu pour toi et comment tu l'as vécu? Est-ce que cela a provoqué un stress? Tu sais, tu dis que tu es quelqu'un, tu dis publiquement, tu es quelqu'un de nature anxieuse puis d'angoissée. Ouais. Est-ce que selon toi, sans être psychiatre ou peu importe, psychologue, c'est la résultante de la maladie de ton père, en partie? Je crois pas. Le fait que plus tard, j'ai pu comprendre puis que ça m'a été expliqué doucement, puis avec les bons choix de mots, puis que j'étais à un âge où je pouvais comprendre aussi, ça a été important pour moi. Et j'ai jamais pris personnel le fait que je sentais que mon père était déprimé. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai souvenir, puis j'en ai parlé ça avec mes parents, puis tout ça, fait que c'est pas quelque chose qui me gêne de parler ici. C'était que j'étais un petit peu plus un bouffon, un petit garçon tannant, déluré quand j'étais très enfant. Ah bon? Ouais, je niaisais à table, puis tu sais, mais tu sais, un petit peu, peut-être un peu hyperactif, puis dans ta tête. Verbomoteur. Oui. Et à un moment donné, quand j'ai vu mon père, je voyais que mon père avait l'air triste, puis je sentais que il semblait moins réceptif au fait que je dise des niaiseries puis tout ça, de subir un enfant qui a besoin d'attention puis de s'exploser, là, d'exploser sa personnalité, puis que mon père était un peu dans sa bulle puis regardait par terre puis tout ça. Ben, je pense que ça a fait en sorte que j'ai moins développé ça, ou j'ai par peur de déranger ou de créer des soucis à mon père ou de le déranger, surtout de peur de le déranger,
j'ai peut-être censuré un peu ce côté-là, ce côté enfant qui a envie de s'extérioriser. Je m'extériorisais peut-être un peu moins les moments où je sentais qu'il était déprimé. Mais le fait juste de... Tu as parlé de ta relation avec ta mère. Oui. Quand ton père n'allait pas bien et que tu... Est-ce qu'en l'occurrence, tu recevais cet amour ou ce... Non, pas de l'amour parce que ton père t'aimait, clairement, mais ce besoin d'être rassuré ou d'être entendu ou d'être... Ta mère te le donnait, non? Ah, 100%. Ma mère était hyper présente. Je pense que ma mère, elle nous a expliqué plus tard à ma soeur et moi qu'elle a beaucoup essayé de protéger mon père parce que mon père, elle sentait que mon père avait aucune énergie. C'était tellement... Tu sais, quand tu es médecin en plus, puis il voulait être le médecin le plus professionnel possible, donc au travail, ça y prenait toute son énergie, être là pour ses patients, émettre les bons diagnostics, pas faire d'erreur. Quand tu es médecin, tu veux pas faire d'erreur avec tes patients. Et tu vas pas bien, imagine. Puis tu vas pas bien. Donc, tu arrives à la maison, puis il était... Vidé complètement. Oui. Il n'y avait plus rien dans le tank. Là. Oui. Plus rien. Oui. Mais donc, ma mère, elle savait ça. Puis probablement que peut-être que ça aurait pu nous être verbalisé avant. Je pense que ça a été verbalisé à ma soeur parce que ma soeur a 9 ans de plus que moi. Ça a été verbalisé à elle avant parce qu'elle était plus outillée pour comprendre. Moi, je me suis fait expliquer plus tard. Mais ma mère, effectivement, elle essayait de protéger mon père parce qu'elle savait que si j'essayais d'aller voir mon père puis de dire hey, « on joue-tu à telle affaire? On fait-tu telle affaire? » Probablement qu'il y a des moments. Il y a des moments où il était très réceptif. Il n'était pas toujours déprimé. Quand il était bien, c'était parfait. Ben oui. Mais quand il était déprimé, là, tu voyais que ma mère essayait de protéger mon père puis s'occuper encore plus de moi. C'est toujours occupé beaucoup de nous, mais probablement que ça a dû faire en sorte qu'elle était encore plus investi ou plus aux aguets de OK, François va pas bien, donc là, on essaie de le protéger. Exactement. Là, on va parler d'argent, JT. Tu l'as dit, ton père était médecin, ta mère était infirmière, ton grand-père était médecin, donc on peut croire que tu viens d'une famille aisée. OK. Oui. Mais en même temps, tu n'es pas le petit gosse de riche qu'on peut s'attendre. C'est-à-dire, et je vais toujours me rappeler d'un truc lorsqu'on était à Big Brother ensemble. Tu sais, moi, je suis une grande parvenue. Je suis une parvenue assumée, puis j'ai pas trop avec ça. Tu sais, j'aime les grosses maisons, j'aime les voitures de luxe. Mais toi, pas pantoute. Pas pantoute. Et c'est quasiment de la simplicité volontaire. Un peu, oui. T'as remis, c'est tout à ton honneur d'ailleurs, parce que c'est pas grand monde qui l'aurait fait, t'as remis ton gain de Big Brother à une fondation qui vient en aide aux enfants. Oui, aux familles d'enfants malades. Voilà. Mais en même temps, JT, sans trop révéler d'informations sur ta vie privée, tu es loin de vivre dans un taudis, puis tu comprends? Donc, c'est ça que je trouve un peu contradictoire, c'est-à-dire de... Et encore une fois, c'est important pour moi de le préciser, je t'ai vu aller, je te connais, tu n'en as vraiment rien à crisser de l'argent. Pour toi, c'est comme... Mais... sans habiter dans un petit bungalow à Sainte-Perpétue. Non, mais l'endroit où je vis, c'est qu'un peu différent parce que je suis très casanier puis je veux être bien où je suis. Parce que c'est pour ma qualité de vie, là, dans le sens que l'environnement, le paysage, ça, c'est bien important. Mais je pourrais vivre dans un 500 pieds carrés. Chez nous, c'est pas méga grand, mais ça pourrait être vraiment plus petit, puis je m'adonnerais vraiment bien. Moi, mettons, les vêtements, ça m'intéresse pas. Je veux pas dépenser du sous pour ça. Pas par avarisme, mais si je peux en donner à la place à des gens qui en ont besoin, sur certaines... Tu sais, dans le sens que... j'essaie, en vieillissant, je parle encore de l'âge, mais c'est quelque chose qui me trotte encore plus dans la tête d'essayer de donner au suivant encore plus. J'ai donné tout mon gain à une fondation et pour moi, c'est les valeurs qui ont été inculquées par mes parents, parce que mes parents, tu sais, souvent, mettons, la notion de médecin, puis ça vient quand même un peu avec certains préjugés parce que, exemple, mon père, sa mentalité,
moi, je viens de la région de Québec, puis à Québec, ses collègues médecins, puis les médecins s'installent à Sillery. Oui. Sillery, c'est le Westmount Outremont de Québec. Absolument. Et mon père, qui est un monsieur très humble, qui aimait pas, il détestait ces genres d'amalgames de. Puis là, il se faisait dire, mais franchement, François, il faut que tu t'installes à Sillery. Les médecins sont à Sillery. Mon père était comme, juste à cause de ça, je n'irai pas à Sillery. J'adore. Il se promenait, il y avait un véhicule usagé, il s'habillait très modestement. Mais alors, il donnait à des fondations. Ben oui, ben dans le sens, c'est ça. Pour lui, c'était pas. Il carburait pas à ça, ça le rendait pas plus heureux. Puis moi-même, les beaux vêtements, tu sais, j'ai un hoodie de Nirvana. J'aime pas. C'est pas de l'avarice, c'est juste que pour moi, c'est pas des je préfère, exemple, si je peux te donner ou aider d'autres personnes, ben j'essaie de le faire. Ceci dit, je suis pas un philanthrope. Tu sais, j'ai donné à la fondation parce que j'avais envie de donner, mais pour moi, mon rapport avec l'argent, c'est tu sais, je vis dans un bel endroit. Mais c'est un investissement aussi, genre. C'est aussi un investissement. Voilà. Oui. Et c'est l'endroit où je vis. Oui. Et c'est pour moi, là, une voiture, là, j'ai une voiture banale, là, pour moi, c'est aller du point A au point B. Oui. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de me promener dans une voiture de luxe. J'ai aucunement envie de ça. Oui. Pour moi, c'est pas important. Les vêtements. Je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Puis si, au fil des années, j'ai envie de continuer à essayer de donner au suivant le plus possible, c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer encore dans ma vie. T'en fais déjà beaucoup, JT, quand même. J'essaie de plus en plus, là, mais je pense... Tu sais, c'est moi, dans la vie, il y a quelque chose qui me met mal avec... je trouve qu'il y a une certaine forme d'opulence qui me met mal à l'aise quand je sais qu'il y a des gens qui meurent de faim. Attends. Oui, ça, c'est un discours, je te dirais, qui est récurrent aussi parce que, surtout au Québec, c'est notre héritage judéo-chrétien on est né pour un petit pain et tout ça. Et moi, lorsque les gens me disent... Puis je respecte tout à fait ça, c'est tout à fait noble de ta part, mais en même temps, on vit au Québec. On n'est pas dans une tribu Maasai en Tanzanie, puis on ne vit pas sous un régime communiste non plus. Donc, le fait de... c'est-à-dire, lorsqu'on parle d'opulence et se promener en voiture de luxe et tout ça, il y a quelque chose de très québécois là-dedans, parce que les Canadiens anglophones sont pas aussi humbles que nous. En même temps, c'est de l'argent que tu as gagné, que tu n'as pas volé. Mais je comprends que pour toi, en termes de priorité, puis je trouve ça tout à fait admirable, Jean-Thomas, je te l'ai toujours dit d'ailleurs, cette capacité que tu as à vouloir donner au suivant, c'est admirable, mais en même temps, c'est ton cash puis tu le mérites. Je vais revenir sur la famille. Tu es célibataire, mais tu n'as pas d'enfant. Lors d'une discussion aussi qu'on a eue, parce que je me suis beaucoup inspirée des discussions qu'on a eues à Big Brother pour cette entrevue, et tu étais à l'époque, donc je remonte à plusieurs mois, tu questionnais si tu allais avoir des enfants ou pas. Donc, 46 ans, c'est sûr qu'en tant qu'homme, tu vas avoir des enfants jusqu'à l'âge de 107 ans. Ça te tente, tu comprends? Ah ouais, 107, OK, oui, j'ai encore une marge. Oui, absolument. T'as le temps. J'ai tellement de marge. Mais... je doute de mon niveau de fertilité à 107. Ça va bien aller. Pense à quel âge avait Pierre-Éliott Trudeau lorsqu'il a eu son dernier enfant? Quasiment comme 80, donc jamais trop tard pour bien faire. Mais de façon plus sérieuse, est-ce que c'est la peur de la solitude ou c'est la responsabilité que tu n'as jamais voulu avoir? Le fait que j'en ai pas en ce moment? Oui. T'es pas obligé de te justifier. Il y a plusieurs facteurs, mais ce qui fait en sorte que je suis encore ambivalent, mais que je suis un peu plus oui que non qu'avant, c'est depuis que j'ai perdu mes parents parce que j'adore le rapport parent-enfant. Je l'ai toujours aimé.
de ma perspective d'enfant. Est-ce que tu aimes les enfants à la base? J'aime beaucoup les enfants. J'étais sûre. J'adore les enfants. J'aime ça quand il y a des enfants dans la pièce. J'aime dire des phrases étranges à des enfants juste pour voir leur réaction. Avec ma filleule, qui est la fille à Cathy, j'aime ça faire ça. Cathy Gauthier. Pas assez, faudrait que je la... Pas Cathy Marcotte, Cathy Gauthier. Cathy Gauthier. Oui. Et ça, vas-y, parce que je veux te parler de ta relation avec Cathy, qui m'étonne, moi. Ma relation avec Cathy, oui, je vais te dire pourquoi elle m'étonne. Mais attends, je vais te laisser terminer. En fait, juste pour conclure là-dessus, c'est que j'aime le rapport parent-enfant et j'en ai plus en ce moment. Si j'en ai un jour, ça va être de ma perspective parent. Oui. Je trouve ça bien nourrissant. Toi, t'es mère, tu le sais, ça doit être... C'est fucking fatigant parfois, mais... Oui, j'imagine qu'il y aura un côté fatigant. J'ai le goût, des fois, la pluie vieillit, plus c'est facile, mais il y a eu des moments où je regardais la fenêtre, je regardais la fenêtre, mais j'ai jamais passé à l'action. Mais ceci disant, il y a quelque chose de très valorisant et de... Puis c'est égoïste aussi, tu sais, parce que tu regardes tes enfants, puis tu te dis... C'est un prolongement de moi-même. Ce sont mes héritiers, ceux qui vont faire en sorte que la lignée va se poursuivre. Mais en même temps, des fois, c'est des responsabilités. Tu fais comme, si je peux savoir un asti break. Mais à la fin, il y a plus pour moi. Il y a plus de pour que de contre. Là, voilà. Visiblement. Je suis convaincu de ça aussi. Là. Probablement qu'il y a un côté de moi qui trouverait ça difficile par bout. Mais je pense ça me manque en ce moment. Mais je vais laisser la vie décider si... Ça prend une mère aussi, hein, ça aide. Ça prend une mère. Tout ça aide un peu. Ça aide un brin, puis là, t'es quasiment un opposé, fait que... J'ai des options, j'ai des amis. Je serais trop content de te faire un petit. Je dis ça, je dis rien. Les filles, je vous nomme pas. Je vais montrer des photos. Me faire un petit et après ça me dire va-t'en, Jean-Thomas, c'est assez. Me paye une grosse pension. On voulait juste ton nez aquilin là, pour notre enfant. Là, voilà. Et parlons de ton nez aquilin. Ah ouais, t'as des questions là-dessus? Ben, ça ne dit pas vraiment sur ton nez, mais sur ta beauté parce que t'es pas. J'ai l'impression que t'es. Non, pas j'ai l'impression, je suis convaincue, persuadée que tu n'es pas conscient de ce que tu as de l'air. Parce que je l'ai dit au début. Moi, j'ai des amis qui capotent sur toi, qui te trouvent beau. Et moi, la première, je te trouve absolument magnifique. Ben là, franchement, c'est gênant, là. Pourquoi c'est gênant? Ben non, mais là, franchement, j'ai un look, tu sais. Ben non! Ça dépend de chaque personne. Là, elles sont nombreuses à te trouver beau. Je dis ça, je dis rien. Ben, elles sont gentilles. Est-ce qu'il faut toutes les nommer? Pour qu'ils veulent-tu un shout-out? Hey, girls, you know who you are. Elles savent qui elles sont. Oui. Thank you for the support, girls. We like that. Mais sérieusement, quand non, mais pour vrai, ça dépend. Là. Il y en a qui peuvent me trouver affreux, j'imagine. Non, on s'en fout. On parle pas d'eux. Non, laisse faire. On s'en fout de ceux qui trouvent pas cute. On parle pas d'eux, donc c'est devenu des gars. C'est des amis gars, finalement. Non, c'est des... On parlait des gens. Mais toi, Jean-Thomas, tu sais, le matin, là, tu te lèves. Admettons, tu as un événement, tu as un plateau, tu as un truc, et là, il faut que tu te mets cute. Est-ce que tu te regardes, tu fais comme shit, I look damn hot? Ben non, jamais de la vie. Jamais. Jamais. Ben non, mais en même temps, Comment j'ai. Tu sais, je ferais jamais de changement à ma face. Mon nez, il est quand même un nez particulier, mais c'est mon nez. Là, je ferais pas. J'aurais pas de chirurgie. Mais t'es-tu conscient que tu pognes? Ben, je sais pas. Dans le sens que... Non, j'attends que tes amis valorisent. Là. C'est ça qu'il faut qu'il se passe. Et elles sont nombreuses. Bon, on va parler de Cathy Gauthier. Alors, pourquoi je te disais que votre relation m'étonne? Je me suis peut-être mal exprimée. C'est-à-dire que Cathy Gauthier, me fait un peu penser à moi, dans le sens que c'est une femme qui a beaucoup de répartie, qui est sans filtre, qui est même vulgaire. Moi, c'est le genre de... elle a des propos vulgaires. Moi, c'est le genre d'humour que j'apprécie. Et elle a une énergie qui est... Elle déplace de l'air, Cathy. Donc, personnellement, j'ai de la difficulté à vous imaginer les deux à passer des soirées ensemble. Et votre proximité est telle que tu es, comme tu l'as révélé tout à l'heure, le parrain de sa fille. Bien, Cathy, il y a une grosse différence entre le Cathy de la scène puis le Cathy sur un plateau de télé et Cathy dans la vie. OK. Dans le sens que c'est sûr que quand elle est en représentation, l'humour qu'elle fait sur scène ou sur un plateau de télé, quand elle a de la répartie puis qu'elle va juste spontanément réagir à ce qui se passe. Non, puis elle fait un show, il faut le dire. Elle fait un show. Oui. C'est son humour à elle dans la vie. Oui. Elle peut avoir cet humour-là, mais Cathy dans la vie, c'est une version beaucoup plus timide.
beaucoup plus... voyons. Pas prendre trop de place. Ça me fait penser un peu à moi là-dessus. Je ne te crois même pas. Je te dis, Cathy, dans une soirée, là, c'est pas celle qui veut tout le temps le plancher. C'est celle qui va s'assurer que tu as assez de crudité parce que c'est comme... Elle a un côté qui me fait penser beaucoup à ma mère là-dessus. Toujours vouloir que les autres soient bien, se sentent bien. Toujours s'informer des autres. C'est pas une femme qui veut le plancher, c'est pas une femme qui veut l'attention. Est-ce que vous auriez pu former un couple? On jase là. Je pense pas. Ah, d'accord. Parce que on n'a jamais pensé à ça parce qu'on s'est connus puis c'est devenu super amical rapidement, Tel puis moi. On a fait une tournée. On a fait l'école de l'humour à un an de décalage. Puis on a fait une tournée ensemble qui s'appelait la tournée Juste pour rire. Puis on a fait aussi une tournée qui s'appelait Après l'école, où c'était un mix de 2 années, deux cuvées à l'école. Puis on est devenus super amis rapidement. Puis je l'adore. C'est une fille avec le cœur sur la main. Puis c'est vrai qu'elle très est drôle, très gentille. Puis une mère incroyable. Pour vrai, là, Alice ne peut pas être mieux tombée. Sa mère est un très bon papa aussi. Là. Une mère dévouée, hyper aimante. Ouais. Là, ça me fait penser à Margot. Ben là, je comprends alors votre amitié. C'est parce que tu retrouves en quelque sorte, comme elle a des qualités qui sont très similaires à celles de ta... 100%. Oui, je comprends. On va parler de ton métier d'humoriste. Oui. Si je te dis... Oh, attends, mon Dieu, pourquoi j'ai un blanc? Pourquoi j'ai pas eu de blanc du tout? Ben, franchement, c'est un blanc choquant. Oui, c'est vrai, c'est un blanc choquant. Moi-même, je suis choquée. C'est un des blancs les plus choquants de l'histoire de la télé. D'accord. Pas de la télé, c'est un podcast, ça. C'est un podcast, oui, alors, si je te dis humoriste, le plus beau métier du monde, mais qu'est-ce que tu haïs le plus, c'est quoi? Qu'est-ce que j'haïs le plus de mon métier? Je dirais quand c'est mal dosé. Ah. Quand j'essaie maintenant de mieux le doser, c'est-à-dire j'ai de la misère, peut-être à cause de ma timidité ou peut-être à cause qu'il y a un paradoxe justement avec le fait que je ne veux pas toujours être en représentation dans mon quotidien. Donc, quand j'ai, mettons, des shows 5 soirs de suite, là, c'est border trop pour moi. On dirait qu'un genre de 1 ou 2 shows semaine, des tournages ça et là, c'est un dosage qui me plaît, mais quand je suis trop en représentation, ça mine mon plaisir dans le concret, c'est-à-dire quand je le vis, si je suis trop dans un moment où j'en ai trop, je suis trop en représentation, je deviens pas bien. Pour que je sois bien, il faut que ça soit dosé. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire des fois, si mettons, je pars en tournée puis j'ai des shows jeudi, vendredi, samedi, ça va. Je peux le faire, c'est correct, mais des stretches comme des humoristes qui sont contents de faire des shows chaque soir, ça leur prend ça, c'est leur drogue. Ça, c'est pas moi. Je comprends. Puis écoute, je comprends tellement. C'est vrai que c'est très épuisant. Puis les gens, tu m'amènes à te poser. Il reste 2 questions, mon chéri. Pas de problème. Tu sais comment on vit dans une société où on valorise beaucoup je fais du 80 heures semaine. Bon, c'est sûr, en temps de pandémie, c'est pas toujours possible. Hein? Ouais. Mais longtemps, il y a beaucoup de gens qui éprouvent beaucoup de fierté. Ils se valorisent, ils trouvent... Il y a quelque chose dans le travail qui, justement, je répète encore le terme valoriser, mais personnellement, je trouve ça triste, moi. Dans la vie, tu parlais que l'être humain ne vit pas si longtemps que ça. Non. Donc, pour moi, c'est comme inconcevable que tu travailles dans la vie 50, 60, 70, 80, 90 heures. C'est comme Christ, t'as pas de vie. Je suis d'accord. Par contre, je veux pas généraliser non plus parce qu'il y en a... Moi, j'ai des amis, des collègues ils sont hyper bien là-dedans. Mm-hmm. C'est leur bonheur. Mais ça cache quelque chose parce que tu veux combler. Peut-être, ouais. mais en même temps, pour moi, la vie, c'est... Je suis rendu au stade où je me dis, là, je veux me faire plaisir, je veux être heureux. Donc là, c'est pour ça que je porte encore plus attention à mon dosage pour profiter de mon métier
de la bonne façon, puis qu'il ne soit pas un fardeau. Si je le dose mal, il devient un fardeau. Exact. Tandis que là, tu sais, exemple, faire du sport, j'en ai besoin pour mon mental, j'en ai besoin pour ma santé aussi. Fait que pour moi, ça fait partie de mon dosage, c'est important de voir des amis, d'équilibrer un peu le cocktail d'une vie, là, oui. Le cocktail de ce qu'est une vie. Là. Oui. Ça, c'est bien important pour moi. Puis si je travaille trop, j'ai l'impression que là, je lèse d'autres secteurs de ma vie. Puis là, dans mon global, je suis moins heureux. Donc, pour moi, pour optimiser mon bonheur, il faut que mon cocktail soit bien dosé, que j'ai un peu tous les éléments. Surtout en vieillissant, c'est encore plus important. Puis, dans les choix de carrière que je fais maintenant, ben, je considère ça. Ça ne veut pas dire que je vais éventuellement sortir un 4e show. Mais c'est rare. Dans mes 3 premières tournées, je ne suis pas un humoriste qui fait tant de shows que ça. Pas juste parce que c'est un choix, mais aussi parce que je vends moins de billets que les Louis-José et les François Bellefeuille de ce monde, qui, eux autres, ont des supplémentaires, puis vont dans chaque ville. Moi, il y a des villes qui font comme on ne vendra peut-être pas assez de billets là, si on le reçoit. Fait que je fais des tournées de 100, 115 shows, ce qui est comme très correct pour moi. C'est sûr. Peut-être faire une 50aine de shows dans une année. Tu as une tournée qui dure 2 ans, tu fais 100 shows. C'est un dosage qui me plaît vraiment. Fait que quand je sortirai un 4e show, je vais sûrement faire des blitz de 3-4 soirs par moment, mais je vais quand même toujours considérer le fait que je veux que ça soit quand même bien dosé, puis pas trop être dans le travail. Ou varier. J'aime la variété dans mon travail aussi. J'aimais ça faire Big Brother parce que c'est une expérience qui ressemblait à rien, puis qui n'était pas du travail pour moi. Je m'en allais jouer un jeu, mais ça faisait partie de le portrait de ma carrière quand même. Là, je le sais que maintenant, s'il y a des gens qui m'ont découvert là et qui ont envie de me voir dans les déclinaisons du reste, c'est-à-dire mon humour sur scène, ou quand ils me voient à la télé, ils sont peut-être un peu plus intrigués parce qu'ils m'ont vu dans une émission. Donc ça, j'ai aimé ça. J'aime ça faire des trucs qui me plaisent. Il y a des affaires qui te sortent de ton contexte habituel. Oui. Qui font de ton casting donne plutôt. Une variété oui, absolument. d'expérience. J'aime ça, saisir des opportunités qui m'intriguent puis qui à première vue sont pas quelque chose auquel j'aurais pensé, mais quand on me le demande, je fais comme peut-être que j'aurais envie de vivre ça. Fait que je suis beaucoup dans ce mode-là maintenant. Faire des choix qui me tentent. Là. Faut pas que ça soit un fardeau, là, que je fasse comme là, je suis dû pour qu'on me voit la tête à la télé, mais l'émission me tente pas tant, je ferai pas ça. Je ferai plus ça. Dernière question, JT. Oui. Alors, tu as parlé de lorsque tu avais 23 ans, c'est là que tu as vraiment commencé à angoisser par rapport à l'âge. Tu en as 46, tu angoisses autant. Sinon plus, oui. Sinon plus. Ben, alors, justement, dans 23 ans, qu'est-ce qui arrive avec Jean-Thomas Jobin? Il se voit où? Si à 69? Si je te dis 69, bon, Jean-Thomas, pas de jeu de mots ici. Ah, tu vois, c'est toi qui as le premier réflexe pour moi. Oui. 69 ans, j'aimerais ça faire encore de l'humour, exercer encore mon métier avec un bon dosage. Dans un CHSLD près de chez nous, ou bien? J'espère à 69 avoir encore une santé assez le fun pour... ou assez plaisante pour ne pas être dans un CHSLD, mais à voir. Mais j'aimerais ça être heureux à 69 et j'espère que ça n'arrivera pas trop vite. Est-ce que tu l'es en ce moment? En santé? Et heureux? Oui, je suis heureux et en santé. Pour l'instant, je touche du bois, puis ton beau bureau me semble en bois. Mais, donc, ouais, puis si c'est avec des enfants, tant mieux. Sinon, tu peux avoir un chat. Je peux avoir un chat. Je suis dû pour avoir un autre chat, d'ailleurs. Je sais. Je n'ai pas voulu trop en parler parce que
Les gens qui ne le savent pas, ben, tu étais très attaché à ton chat qui est malheureusement décédé. Donc, une chatte qui s'appelle Papa Prune. Papa Prune. Dieu est son âme, on la regarde et on lui dit coucou, puis on lui fait un beau... on lui donne un câlin au niveau du gros de cou. Elle adorait le câlin au niveau du gros de cou. Parce que c'est quoi, il y a beaucoup de gens qui banalisent les liens qu'on peut avoir avec un animal. Ah non, faut pas. Je suis la première à le dire aussi. La perte d'un animal peut même, des fois, se comparer à la perte d'un enfant, surtout, ou d'un être très cher, surtout le fond. Donc voilà, combien de temps tu te donnes avant d'en avoir un nom? Oui. Tranquillement, peut-être vers la fin de l'année. Ah, quand même, c'est bien. OK. Fait quand même quelques mois, là. Maman pêche, cette fois-ci, au lieu de Papa Prune? Maman pêche? Non, peut-être que ça pourrait être Maman Varda. Peut-être. Mais il faut que ça... Peut-être que ça pourrait être... non, ça une va. option. Non, Maman Varda, tu peux arrêter là. Mais, déjà, je trouve ça parfait. Chat. Mais en fait, effectivement, les gens... Tu sais, moi, j'ai perdu mes parents, puis j'ai perdu 2 fois des chats. Puis c'est sûr que le décès de mes parents, ça m'a bien plus rentré dedans, c'est normal. Mais il y a des gens qui quand ils annoncent sur les réseaux sociaux qu'ils ont perdu leur animal, on voit toute la sympathie que les gens ont parce que les gens, ils peuvent relate parce qu'il y en a que... Tu sais, moi, ma chatte, c'est l'être vivant avec lequel j'ai passé le plus de temps. Oui. Écoute, je comprends. Toujours avec moi. Là, oui. J'habitais tout seul avec elle. Là, oui. Elle venait dormir sur mon chest, puis Dieu sait que j'ai un chest accueillant. Oui. Donc, c'est normal qu'on s'attache. Oui, moi aussi, je ne serais pas sur les animaux. Je comprends très bien. Puis avant Papa Prune, j'ai eu un chat qui s'appelait Bébé Chien, d'ailleurs, qui était formidable, que j'ai eu à l'âge de 7 semaines et qui est décédé à 21 ans. J'ai passé 21 ans avec le chat. C'est une vie, j'entends. Il changeait d'appart, il venait avec moi. Toujours avec. Ça fesse, là. Ben oui. Mais c'est ça. Alors, je te souhaite, mon cher JT d'amour, 69 ans de vie encore. Un autre 69 ou de me rendre à 69? Non, un autre 69. OK, donc là, je tomberais à 69 plus 46, 115 ans. C'est un âge convenable, je trouve, pour un décès, entouré de chats, de marguerites. Ah oui, les marguerites, c'est beau, des marguerites, j'attends. Puis si t'as pas d'enfant, ben, je peux te passer les miens. De temps en temps, oui. Je pourrais aller voir ton gars au soccer. Oui! Quand t'es pas là, je vais aller à ses games. Tu sais qui est extraordinaire. C'est quoi son prénom? Sacha. OK. Fait que je pourrais faire des... Tu veux faire aussi un don à Sacha. C'est vraiment comme tu le sens. Ah ouais, OK. Tu veux que ma philanthropie se dirige vers Sacha? Sacha, un élève brillant. Tu veux-tu qu'il soit sur mon testament? C'est comme tu le sens, mais ça sera apprécié. Avoue que c'est quand même un bon gag. Le pire, c'est que c'est une idée de numéro que j'ai en tête, là, de quelqu'un qui lègue trop d'argent à quelqu'un qui connaît complètement random. Là. Tu peux le concrétiser, ton rêve. Mettons que 90% de ma fortune va à Sacha. J'adore. T'es très contente, mais y a-tu un côté que tu ris, genre? Un bon gag, il a tout laissé à Sacha, il l'a jamais vu. Je suis crampée et je trouverais ça formidable. Mais attends, mais je vais te dire les bonnes nouvelles parce que Sacha est non seulement un élève qui est doué académiquement, parce que Sacha, il a un trouble d'hyperactivité. Mm-hmm. C'est un joueur de soccer extraordinaire. Et comme toi, se contrecrisse un peu de l'argent. Il fait bien, Sacha. Il fait bien, hein? Fait qu'il sera même pas content que je donne ça. Fait que là, c'est juste sa mère qui va faire comme tu peux m'en donner un peu quand la fête des mères s'en vient. Non, je ferais pas ça, mais ça serait assez drôle que tu me dises ça, tu vois, puis c'était pas sur Sacha qu'on voulait terminer l'entrevue, mais quand j'y pense, c'est que Sacha, ça serait comme toi, ça serait le genre à redonner un peu. Oui. En vieillissant, ça va peut-être encore plus se développer comme moi. J'essaie de m'améliorer encore plus, un peu plus là-dessus. Peut-être que Sacha, il part de bonne heure, là, dans le sens s'il y a déjà ce minding-là dans sa tête, faut que tu l'encourages là-dedans. Absolument. Tu vois comment j'ai quand même fait une bonne job, malgré que je suis une parvenue de première. Ben oui, il a réussi à faire le tri. Il y a un père aussi. Hey, JT, je t'aime. Une dernière affaire que je dois dire sur Sacha en terminant, il va être bien content du shout-out. Mais une affaire qui serait le fun, on pourrait essayer de s'organiser ça, qu'à une de ces games, je viens parce qu'on a parlé de mon chess tantôt.
Je viens, puis on essaie de... Comparer? Non, j'appelle Sacha, tu sais, mettons, dans les estrades, là, S-A-C-H-A, 5 gars en chess, puis on appelle Sacha nu chess. Serais-tu content? Ça le dérouterait-tu ou il... Ça serait cool. J'adore, écoute, je lui en parle dès que je sors du body paint, là, il va être rouge, ravi, là. oui. OK. Ben, tu peux y en parler ou qui écoute le podcast. Sacha, body paint, on va appeler Sacha pour t'encourager. Si ça te gêne auprès de tes coéquipiers, c'est toi qu'il faut qu'il dise avec ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'assumes pas. Je t'adore, JT, vraiment. Quel Moi plaisir. aussi, c'était bien agréable. T'as aimé ça? De bavardager avec toi. Avec moi, là, tu retournes chez vous faire quoi? Non, j'ai une game de hockey. Tu vois, j'ai joué au tennis et je m'en vais jouer au hockey. Wow. Tu veux-tu venir voir la game? Non, ça va aller, je t'en prie. Tu pourrais épeler Jean-Thomas sur tes seins. Oh. Ah, ben pour ça, oui, je vais venir. Thank you, JT. Merci. Je vais aller tenir ses culottes à lui, là.